Bonjour Madame Ondine Mabsanera, je vous remercie de m'accueillir chez vous en cette belle journée du 1er avril pour aborder dans un esprit convivial et en toute liberté le monde singulier des jumeaux, le titre de votre livre publié en novembre 2022. Le voilà. Merci. Si vous deviez vous définir en un mot, que diriez-vous? Bah, que je m'occupe, que mon intérêt principal dans la recherche, c'est la reproduction euh, des mammifères et en particulier des humains. Je vous remercie. Vous êtes directrice de recherche émérite du CNRS. Quand le professeur Émile Papernic ouvre en 72 le département de gynécologie obstétrique dans le nouvel hôpital Antoine Béclère à Clamart, il vous demande de créer un laboratoire de recherche en physiologie de la reproduction à l'INSERM. Ce laboratoire a permis plus tard à René Friedman de faire naître Amandine, premier enfant né après une FIV. Revenons en arrière dans la machine à remonter le temps, si vous le voulez bien. Dans les années 70, le rapport Simon sur les questions de sexualité en France fait débat. On interroge les Français sur leur comportement sexuel et indirectement sur leur capacité ou pas à procréer. Étienne Wolf a expérimenté les changements de sexe chez l'embryon de poulet pendant sa captivité à Strasbourg en 1945 et il crée à son retour à Nogent-sur-Marne un laboratoire d'expérimentation embryologique. Il travaille avec Madame Nicole Ledouarin, qui a aussi enseigné au Collège de France. Alfred Jost, quant à lui, démontre le rôle de l'AMH dans la différenciation sexuelle. Paul Burgoine, généticien et biologiste, est fasciné par la méiose dans le développement des cellules germinales, les chromosomes sexuels. Marie-France Lyon, généticienne britannique, découvre l'inactivation du chromosome X et travaille sur le syndrome de féminisation testiculaire pour lequel elle décrit son homologue chez la souris. Et vous, docteur Andine Bomsalem-Reich, qu'est-ce qui vous anime en biologie de la reproduction dans les années 70? Mais déjà avant, je m'occupais de reproduction. Et comme actuellement, ce qui concerne la reproduction humaine, euh, on en savait particulièrement peu, parce que les médecins s'intéressent surtout fondamentalement à la naissance. Et pour la naissance, ce qui intéresse les médecins, c'est que la naissance se passe bien, que aussi bien les bébés que les mères s'en tirent très bien, qu'il n'y ait pas de problèmes fondamentaux. Donc c'est euh, et je vous donne comme exemple que quand j'ai publié, parce que je travaille sur la reproduction et en particulier sur les chromosomes depuis les années 50, quand je cherche de la bibliographie sur les ovocytes humains, tout ce que je trouve, c'est un travail d'un médecin en 1906 où il décrit un ovocyte qu'il a obtenu en faisant une opération sur des ovaires. Donc, c'est tout à fait insuffisant, mais on ne pouvait pas travailler des chercheurs qui ne pouvaient pas travailler sur autre chose que sur d'autres mammifères que des humains. Aussi, moi-même, je suis donc parti, j'ai commencé à travailler à la recherche agronomique, bien qu'étant du CNRS, et je suis parti à jouer en Josas, au centre INRA, où on travaillait, surtout, toutes les autres personnes étaient des vétérinaires. Ces chercheurs, euh, en plus, en France, on s'occupait donc peu de reproduction euh, généralement, et c'est pour ça que je partais en Angleterre régulièrement et je suis devenu membre de la Société anglaise de reproduction. C'est là du reste que j'ai rencontré Edwards qui utilisait la même technique que moi et on a perfectionné parallèlement la technique qui a permis plus tard à faire la fécondation in vitro. C'est du reste. Je sais pas pourquoi
Du reste, c'est très très tard qu'on a commencé à s'occuper avec la fécondation, c'est ça qui m'intéressait en particulier. Ce n'est qu'en 1955 qu'un agronome de nouveau indonésien, J.M. Tihiro, qui était en visite à l'université de Lund, en Suède, a découvert par hasard le nombre et l'apparence des chromosomes humains. Donc, et ça a été publié en 1956. La FIV, 30 ans plus tard, a donc permis d'avoir accès à des ovocytes supplémentaires et de pouvoir vraiment travailler normalement de la recherche pour éclairer l'ovulation, la fécondation et le début de la décroissance. Très bien, Madame Bemseler-Mech. Vous dites, page 19 de votre livre, vous parlez de la FIV et vous dites qu'elle favorise l'étude des jumeaux. Alors, la FIV favorisa l'étude des jumeaux et pourquoi Émile Papernik parle d'un événement accidentel lorsqu'il s'agit finalement d'un phénomène naturel connu de tous depuis l'Antiquité, qui consiste en la scission de l'œuf en plusieurs embryons. Personne ne connaissait en détail la fécondation humaine et surtout même la création des ovocytes humains. Et quand on savait qu'il y avait des jumeaux avec 2 ovocytes ovulés en même temps, et puis on savait qu'il y avait des jumeaux provenant d'un seul ovocyte et qui étaient donc des jumeaux identiques. Mais on ne savait pas du tout pour quelle raison. C'est pour ça que quand on ne sait pas, les médecins disaient c'est un accident. Mais ce n'est pas un accident puisque j'ai pu démontrer sur des animaux que j'ai pu démontrer j'ai pu démontrer sur des animaux que quand il y avait un vieillissement des ovocytes, et c'est ce que je décris et que j'ai publié évidemment après, que c'était le vieillissement qui faisait que à un moment donné les ovocytes étaient capables de se partager d'une façon égale et que ça donnait 2 ovocytes séparés et qui donnaient donc des jumeaux identiques qui nécessairement de ce fait étaient du même sexe, bien entendu. Très bien. Comment savons-nous que les quintuplés d'Ione, nés en 1936, proviennent d'un seul ovocyte qui se divise en 3? Vous dites et vous décrivez de façon précise. Une première fois, l'œuf se divise en 2. Nous avons Yvonne et Annette. Et puis, dans la deuxième partie, Cécile, Marie et Émilie. Et une deuxième division, Cécile. Et une troisième division où nous avons Marie et Émilie. On nous parle d'un placenta, un chorion et 5 amnios. Comment savons-nous tout cela? À l'époque, on ne savait pas très bien. On a vu des choses plus tard. Mais on sait qu'actuellement, quand il y a des triplés qui apparaissent, ils peuvent être tous les 3 d'ovocytes différents, mais la plupart du temps, c'est plutôt 2 ovocytes qui sont ovulés, dont l'un qui a subi, et les 2 ont subi des vieillissements, ce qui fait qu'ils peuvent se diviser. Il y en a un qui se divise en 2, et les 2 survivent et donnent donc dans les triplés des jumeaux identiques, et les jumeaux identiques sont des jumeaux fraternels avec le 3e. C'est clair? Oui, tout à fait, je vous remercie. Plus récemment, vous dites à la page 90 de votre livre que nous savons que l'ICSI augmente la probabilité de voir naître des jumeaux monozygotes. Et quelles sont les méthodes dites artificielles qui permettent d'obtenir des jumeaux? Je rappelle que l'ICSI, c'est l'introduction de l'aiguille dans le cytoplasme qui désorganise et perturbe la structure du cytoplasme de l'œuf par une contribution à la scission de l'embryon en 2.
la question c'était quelles sont les méthodes dites artificielles qui permettent d'obtenir des jumeaux? C'est-à-dire qu'on retarde artificiellement. euh, Nous avons la chance chez euh, chez les humains que c'est ça qu'on peut dire, parce que c'est pas la question qui venait après l'accident. Enfin, c'est pas bien. Euh, Comment est-ce qu'on peut dire? Attends, tu reposes la question? Quelles sont les méthodes dites artificielles qui permettent d'obtenir des jumeaux? Euh, On peut retarder artificiellement. On attend la fécondation des ovocytes plus tard que immédiatement au moment de l'ovulation normale. Donc on retarde cette ovulation. Les ovocytes ont le temps de vieillir et progressivement, d'abord en vieillissant, ils sont capables de se diviser en deux. euh, plus ils tardent, finalement, ils aboutissent à une mort parce qu'ils ne seront plus capables de féconder du tout. C'est donc la façon la plus classique et la plus aisée de le faire. C'est une chose qui est possible chez des humains comparé à d'autres, aux autres mammifères. Les autres mammifères ont des périodes très strictes d'accouplement, ce qui n'est pas le cas chez les humains, ce qui est agréable dans un sens, mais qui arrive parfois à avoir des anomalies comme les monozygotes. Très bien. Jean-François Bach disait qu'il existait deux méthodes pour obtenir des jumeaux, l'une dite naturelle pour obtenir un jumeau identique, et l'autre, c'est le clonage reproductif qui permet de produire in vitro la copie, si je puis dire, d'un individu ayant le même patrimoine génétique en transférant le noyau d'une cellule somatique, par exemple, une cellule de peau, dans un ovocyte. Il parle de clonage reproductif. Qu'en pensez-vous? Oui, j'en pense du bien, mais c'est possible maintenant où l'on sait comment l'ovulation se passe et la fécondation se passe. Mais plus simplement, pour savoir exactement ce que c'est la fécondation, les différents stades, le développement des enveloppes, etc., c'est venu avant. Avant cela, on a pu le faire, fort heureusement, avant, donc, dès qu'on avait fait la fécondation in vitro, qu'on avait du matériel. Très bien. En quoi l'environnement intra-utérin joue un rôle essentiel dans la détermination et différenciation sexuelle? Vous dites, page 244, et je vous cite, un embryon femelle de souris jumelle d'un mâle développe, sous l'influence de traces d'androgènes produites par ses frères et sœurs, une tendance masculinisante. Ces traces suffisent pour agir sur le cerveau qui rendra la souris jumelle d'un mâle plus agressive et moins maternelle. Donc, si je comprends bien, les jumelles dizygotes issues d'une grossesse gémellaire bicoriale biamiotique, comme chez les monozygotes d'ailleurs, sous l'influence de la testostérone de leurs frères, véhiculée dans le sang du placenta commun, sont plus agressives, moins fertiles et se marient moins. C'est ça que ça veut dire. C'est très exactement cela. Ça s'appelle le free-martinisme. C'est tout à fait courant et observé chez les vaches ou chez les chèvres, où ça arrive à 5% chez les vaches généralement, et 75% de ces cas-là se développent normalement. Donc, c'est l'influence que chez les vaches, il y a des jumeaux qui peuvent être mâles et des jumeaux fraternels qui peuvent être mâles et femelles. Et dans ce cas-là, par le sang, il y a qui va jusqu'au cerveau, etc., qui est donc mélangé avec des androgènes. Et il y a cette Oui, oui, vous l'expliquez très bien. Le frimastinisme, c'est la masculinisation du tractus oui, génital c'est ça. femelle dans l'espèce bovine.
chez la vache par exemple, Oui, suite à un défaut d'anastomose ou au développement des anastomoses après la période de différenciation des gonades. Vous en parlez. Vous dites que oui, c'est ça. l'origine de la différenciation mâle chez la femelle, Sous tout à l'influence fait. des, des androgènes produits par le frère, le sang devient masculinisant et la femelle a une attitude masculinisante et elle est donc plus agressive et moins maternelle. Donc dans l'espèce humaine, on retrouve ce cas de figure. On trouve cela également. Effectivement, mais ce n'est qu'en 2019, c'est-à-dire assez récemment, qu'on a trouvé des cas de frémartinisme chez la femme par Butykofer en Norvège. On en a trouvé à l'hôpital de Montrouge, on en a trouvé en Islande. Ça veut dire qu'on peut avoir deux jumelles monozygotes, dont une aura, je dirais, un développement de l'appareil génital plus masculinisant. Elle peut avoir Exactement. ce qu'on appelle, par exemple, une cryptorchidie chez le garçon enfant. La jeune femme peut avoir des testis en intra-utérin. Ah non, ce n'est pas à ce point-là. Elles peuvent être. Euh, elles sont pas. euh, elles sont pas. Je pense au testicular feminization syndrome, vous Elles savez. ont des. Elles sont XY. Elles sont tout Ah, à ça fait. c'est encore Elles autre sont chose. XX. Elles peuvent avoir des descendants, mais ce n'est pas. C'est pas à ce point-là. Euh, Simplement, ils ont une attitude euh, plus agressive, etc. Tout à fait. C'est tout à fait Mais autre chose. Tout à fait, Madame Bumseler-H. Mais j'ai vu qu'il existait chez Elisabeth de First le testicular feminization syndrome, mais il existe différentes variétés de testicular feminization syndrome. On y reviendra plus tard. Vous Ah bon? dites que ce qui vous surprend, ce sont les jumeaux monozygotes hétérocaryotes. Vous parlez d'un garçon avec des chromosomes sexuels XY et d'une fille XO. Le garçon est féminé, page 87. Euh, il s'agissait d'une fille, dites-vous. Oui, Vous parlez des jumeaux monozygotes hétérocaryotes. Vous savez, c'est la revue de littérature de Turpin le Jeune dans les années 50, dans les années 56, non, non, c'est 61. 61. C'est les hétérozygotes, c'est-à-dire c'est Turpin et le jeune qui publie ça. Il voit effectivement un garçon, des jumeaux, un garçon qui est normal Mhm. et une fille qui est euh, qui n'est pas aussi développé que lui. Et quand on regarde les chromosomes, on voit que le garçon est XY, quand la fille, elle est simplement X0. Donc, elle n'a pas assez de. Elle a des anomalies euh, des ovaires qui sont déficients, mais pas l'utérus ou les trompes. Alors ça Simplement. signifie que contrairement aux idées reçues, les jumeaux monozygotes ne sont pas du même Peuvent sexe. être de sexes différents. D'accord. Mais quel est le phénotype de ce que vous considérez comme la fille X0 ou X100? Vous dites que ce sont des jumeaux monozygotes. Le phénotype du Dans ce second, cas-là, c'est-à-dire le garçon est normal et dans donc la première XY. division, elle a perdu un chromosome. Donc on a un phénotype masculin avec un karyotype XY Oui, et un autre phénotype féminin alors. oui, parce qu'elle n'a Donc, pas d'Y. mais alors les monozygotes, ils sont pas, contrairement aux idées reçues, du même sexe. Non, mais c'est extrêmement rare. D'accord. Il Il y existe a, aussi, pardon, exceptionnellement, il y a oui. des jumeaux monozygotes qui sont garçons et filles, mais la fille n'est pas tout à fait normale parce qu'elle n'a pas deux X, elle n'en a qu'un seul. Mais Ce qui avec, lui permet d'avoir hmm, un aspect, euh, comme on verra du reste dans d'autres cas, un aspect tout très à fait bien. féminin, elle va avoir des seins, etc., mais elle n'aura pas d'ovocytes. Donc, Oui, puisqu'elle n'a pas elle de n'a pas X. le deuxième X. Donc en fait, elle a, si j'ai bien compris, le syndrome de Turner. Oui, C'est ça absolument. qu'elle a. D'accord. Absolument. Très bien. Mais qu'en est-il alors du syndrome de Klinefelter, puisqu'on en parle de syndrome?
Le syndrome de Klinefelter chez la fille, 47XXY, XY, évidemment. chez Et la fille. là encore, le X plus permet simplement, c'est un garçon, mais qui a un côté, c'est une femelle qui a un côté qui est j'ai pas du tout parlé de XY, alors je m'excuse. C'est pas grave du tout. Je ne suis pas très. On en est à Klinefelter chez la fille. Oui, c'est bien. Il y a la revue de littérature des années 60. La fille n'est pas est stérile parce qu'elle a un Y. Elle a 2 X mais un Y. D'accord. Toujours est-il, dans la revue de littérature des années 60, c'est Le Jeune, qui parle des jumeaux monozygotes hétérocaryotes. Là, pour le coup, selon la description, le résumé de l'article, ces 2 jumelles qui sont 47XXY phénotype féminin, elles ont ce dont je vous parlais tout à l'heure, le testicular feminization syndrome. Ça veut dire qu'à l'âge de 5 ans, on découvre qu'elles ont des testicules en intra-utérin. C'est l'équivalent chez le jeune enfant qui a une cryptorchidie. Vous savez, la cryptorchidie chez l'enfant, ou chez l'enfant garçon, où les testicules ne sont pas descendus. Vous voyez ce que c'est la cryptorchidie? Eh bien, nous avons la même chose chez la fille dans le syndrome de Klinefelter 47XXY. C'est ce dont je vous parlais, le testicular feminization syndrome. Ce n'est pas, contrairement aux idées reçues, uniquement destiné aux hommes avec l'insensibilité aux androgènes. Quand on parle de testicular feminization syndrome, on l'associe souvent à l'homme, avec un karyotype 47XY et un phénotype féminin, alors qu'il n'en est rien. Il existe aussi une variation chez la fille. Exactement. Très bien. Ça s'appelle de reste, oui. On dit insensibilité aux androgènes. Très bien. C'est donc une fille qui a une apparition tout à fait normale, elle a des seins, etc., etc. Elle a des cheveux exactement comme une fille, mais qui n'a pas d'utérus, et par contre elle a des restes, elle a des testicules ectopiques. Et son karyotype, bien qu'elle soit en apparence une fille tout à fait normale, elle a un karyotype XY. Très bien. Donc, mais c'est très rare. Parfois, il y a des endroits où il n'y en a qu'un sur 20 000. Ce qui est intéressant, il y a apparemment en Afrique, il y en a davantage, puisqu'il y a une publication dans le le Pan African Medical Journal a publié longuement dessus. Ce qui particulièrement est intéressant aussi, c'est que quand des historiens qui connaissaient quand même un peu la génétique ont essayé d'expliquer que la reine Élisabeth Ier, donc en 1600, peu importe, donc la fille de Henri VIII d'Angleterre, qui est quand même très connue elle aussi, était une fille à insensibilité aux androgènes. Était donc un garçon. Attends, je coupe. En effet, elle n'a jamais pu avoir d'enfant, on pensait. Ou voulu avoir d'enfant, oui, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle le savait sans aucun doute. Et de plus, on sait aussi qu'elle avait des mains très longues, enfin un certain nombre de spécialités que l'on décrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on sait que cette particularité est généralement transmise par la mère. Et en effet, sa mère, Anne-Boleyn, avait 5 doigts à une main. D'accord. Donc c'est bien, c'est donc très vraisemblable. D'accord. C'est vrai que le testicular feminization syndrome
est décrit chez le sujet masculin comme une insensibilité totale ou partielle aux androgènes, c'est congénital, et comme vous venez de le dire, elle est transmise par le biais d'un gène récessif lié au chromosome X maternel. C'est une sorte de mémoire cellulaire des effets, j'allais dire, mère-fille. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'apparemment, pour que ce soit des Africains c'est publié uniquement par des Africains et c'est publié au Pan-African Medical Journal. Donc ce qui montre qu'il doit y en avoir davantage pour qu'ils aient voulu publier là-dessus. Et qu'ils ont cherché ce que ça pouvait être. Très bien. En fait, il s'agit d'une absence ou une mutation, une délétion du récepteur aux androgènes, Oui. avec les Enfin gènes. non, puisque c'est transmis par la mère. C'est un élément qui est déjà transmis en partie par la mère. Oui, mais il y a un autre procédé qui est lié Oui, à une absolument. mutation ou à une délétion du récepteur aux androgènes, Oui, ou une mutation de SRI ou SOX9 qui entraîne un défaut de traduction des hormones sexuelles, les stéroïdes, sur le chromosome X chez l'homme. oui, oui. Mais en fait, quand on y réfléchit, il peut tout à fait arriver qu'il y ait une mutation de SRI chez la femme. La femme peut avoir SRI sur un chromosome Y, par conséquent avoir un début de masculinisation et avoir une apparence, une apparence interne, si je puis dire, masculinisante, Oui, masculine. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Mais Sauf ça que- n'empêche pas de procréer parce que ça passe inaperçu. Oui, Ça se voit pas. oui, évidemment. Une femme qui a des testis en intra-utérin et qui a une formule chromosomique 46XX et qui a des testis liés à une mutation de SRI-SOX9 sur un chromosome X, ne sera pas en incapacité de Oui, procréer. oui. Mais elle n'aura peut-être pas le désir d'enfant, puisque l'axe hypothalamo-hypophysaire est masculin. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y aura quand même une répercussion sur la reproduction. Tout à fait. Tout à fait. Page 28 et page 40, vous parlez des travaux de Cyril Burt sur 53 paires de jumeaux élevés séparément. Qu'est-ce que vous en pensez des travaux de Cyril Burt? Bah, je pense que Cyril Burt était quelqu'un qui était assez étonnant, puisqu'il a inventé, il s'occupait en particulier des enfants des écoles, des sociétés, euh, des classes, des classes sociales peu assez pauvres, et il a essayé de démontrer que et il a démontré en faisant de la psychométrie de ces enfants qu'ils étaient, que c'était pas une question d'hérédité et de milieu, mais que c'est bien une question que l'importance du milieu est très importante. Il a donc aussi proposé, non seulement, il a donc créé d'abord l'idée de psychométrie des enfants des écoles. Il a proposé que les filles soient éduquées comme les garçons, qu'il a proposé aussi qu'on donne à boire à 10h du matin des enfants qui étaient mal nourris, étant de classe pauvre, qui n'avaient pas petit déjeuner, qu'ils aient un verre de lait vers 10h, etc. Mais en même temps, quand même, donc il a eu un rôle, il est devenu le reste professeur de psychologie à l'Université de Londres, et il a eu une carrière tout à fait intéressante socialement parlant. Par contre, il s'est aussi, bien entendu, occupé de jumeaux, et sauf qu'à ce moment-là, en 1966, finalement il a publié dessus, on avait encore l'habitude de penser que ce qui était intéressant chez les jumeaux, c'est que s'ils étaient élevés séparément, c'est l'hérédité qui était plus importante
que le milieu social. Quand on, et il a comparé dans ce sens pour démontrer cela. Il a refait ce qui était la mode à cette époque, qui avait été créé par Galton, qui est le premier qui a utilisé, qui a démontré que l'intelligence dépendait davantage de l'hérédité que le rôle, que le milieu. J'ajouterais, ça ne l'a pas empêché de travailler beaucoup sur les enfants des milieux plus pauvres. Cependant, quand il a publié aussi, comme c'était la mode à l'époque, une comparaison entre les jumeaux élevés dans un milieu séparément et dans des milieux différents. Et il a démontré une fois de plus que les deux milieux jouent, mais l'essentiel c'était l'hérédité. Quand il a publié là-dessus en 66 sur un nombre relativement important de 80 paires de jumeaux qu'il avait trouvés. Mais comme on sait très bien que ce genre de choses, d'événements dans les familles n'est pas très courante, on a, après sa mort, quelqu'un a re-regardé la réalité de ces jumeaux séparés. Il s'est aperçu que ce n'était pas du tout des jumeaux séparés élevés à un moment donné relativement simple, mais c'était sur toute sa vie qu'il avait fait des recherches là-dessus et qu'il les a simplement regroupés à la fin, qu'il en avait ajouté 2 ou 3 et qu'il avait également rajouté 2 femmes chercheurs qu'il avait accompagnées dans cette publication qui a été inventée. Je pense qu'on a été très scandalisé par cela et on a complètement oublié son excellente intervention dans l'éducation des enfants moins socialement aidés. Oui, oui, tout à fait. Vous le dites dans votre livre, et vous n'êtes pas la seule, puisque en 1971, après sa mort, Camille, professeure de l'université de Oui. Princeton, découvrit que ces 53 couples de jumeaux comparés à une Oui, cohorte de jumeaux monozygotes élevés ensemble, afin de soi-disant faire valoir des facteurs génétiques de l'intelligence, n'existaient pas. Donc les travaux de Burt se sont révélés être le produit d'une fraude scientifique. C'est ce que enfin, un professeur de l'université de Princeton Oui, révèle. Mais il faut dire ce qui est, c'est que les gens étaient tout contents de le détruire, alors que finalement, enfin, humainement, il a fait des choses excellentes pour les enfants plus pauvres et leur éducation. Au Tout lieu à de fait. faire comme avant, ce qu'on faisait on disait, on fait la moyenne des enfants pauvres et les enfants noirs sont moins intelligents, c'est la courbe de Bell, etc., ce qui a été démontré et qui a dû être détruite plus tard. Je pense, je peux à ce moment-là mentionner le cas échéant, les problèmes où oui, c'est à ce moment-là. Je pense que il y a eu, je sais pas où je pense que c'est une chose intéressante à dire à un moment donné. Je ne sais pas, on peut l'introduire à plusieurs endroits. C'est que comment ou peut-être au moment de la naissance de la femme, de cette première femme, la première thèse qu'on a introduite. C'est la première thèse en médecine de 1843 à Philadelphie, Oui, qui incrimine une femme d'adultère, puisqu'elle met au monde 2 jumeaux, dont l'un a la peau claire et l'autre la peau foncée. oui, exactement. Très bien. Alors, cette observation est actuellement
ce n'est pas c'est la première, mais pas l'unique représentation de ce genre. Très souvent, euh, dans les journaux, on décrit la naissance de jumeaux qui n'ont pas la même couleur de peau. Euh, Généralement, l'un est plus noir que l'autre, et on suppose, mais dans ce cas-là, on sait parfaitement, on n'accuse pas la femme d'adultère, mais on décrit le phénomène tel qu'il est. Or, or, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en l'année, il faut que je dise, il y a 4 ans, non, il y a 5 ans peut-être, c'est la réaction à cela du journal extrêmement connu qui s'appelle National Geographic, qui est un journal américain qui est aussi en France, qui est très connu et qui décrit, qui s'intéresse beaucoup à des descriptions. Par exemple, on a des descriptions de populations ou de phénomènes africains avec en particulier, ils ont longuement décrit le couronnement du roi, ça me reviendra, du roi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a donc 6 ans, ils ont fait un numéro spécial. Et ce numéro sur on voyait sur ce numéro spécial justement 2 filles et leur père. Les 2 filles, le père était noir et les filles étaient de couleurs différentes. L'une était claire et l'autre non, bien qu'elles se ressemblaient non seulement entre elles, mais elles ressemblaient énormément au père. Et là, l'article de fond qui introduisait ce journal spécial disait, expliquait expliquait que ce phénomène était que disait, nous publions cette photo qui montre bien que ces 2 filles sont les jumeaux du père et de la mère qui était blonde aux yeux bleus, mais au lieu de... il faut quand même dire que jusqu'à maintenant nous avons décrit le couronnement du roi, je ne sais pas ce que c'était, je te le raconte à toi, hein. De ce roi, mais la fille qui décrit, qui est la rédactrice en chef, dit actuellement, nous avons publié là-dessus, mais n'oublions pas que si ce roi avait voulu parler dans notre journal, on l'aurait refusé parce que c'est un noir, il n'aurait pas pu faire partie des gens, des membres de la société que nous avons créée parce que c'est un noir, et que nous étions profondément racistes. Maintenant, nous comprenons que on a fait erreur, non je ne l'ai pas dit, nous avons fait une erreur profonde, que le racisme n'existe pas et que le fait de l'avoir défendu pendant si longtemps, nous en avons honte, et maintenant, dorénavant, et ils publient ce qu'ils n'ont jamais fait avant, intégralement, pratiquement tout le numéro spécial, et à des photos de noirs et des rapports de noirs, où les noirs ne sont pas décrits, mais où les noirs parlent eux-mêmes. C'est terrible quand même pour cette femme qui a été incriminée Oui, alors qu'elle n'y est pour rien, hein. Si on fait l'arbre généalogique, on s'aperçoit que...
mais c'est des choses qui arrivent tout à fait couramment maintenant. Tout à Et fait. actuellement, simplement, ça sert uniquement aux journaux du soir comme fait divers. Et on s'en étonne pas. On le dit, c'est intéressant, c'est un fait divers. D'ailleurs, vous avez raison de le dire, si on regarde dans les archives, il y a eu une histoire où une erreur de manipulation génétique a généré une grossesse gémellaire avec un enfant avec la peau claire et l'autre la peau foncée. Évidemment. Et c'était une erreur de manipulation génétique en laboratoire. Oui, mais ça, c'est Donc en ça arrive plus. Mais aussi. ça aussi, ça arrive. Enfin, là, Donc si en là, laboratoire on peut le mais bien faire, ça veut sûr, dire aussi que dans la vie mais bien courante, sûr, dans la vie de tous les jours, c'est des mais choses qui bien peuvent sûr. arriver compte tenu de Oui, mais l'histoire ça, c'est encore autre chose. des familles. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est simplement, on se trompe. Pendant que là, simplement, c'est simplement qu'il y a davantage de gènes, pas de gènes, il y a davantage d'hérédité de la couleur noire Mm. chez l'une et l'autre en a moins, c'est tout. Tout à fait, tout à C'est fait. tout. Ce qui est vraiment d'une banalité extrême à ce jour. Tout à fait d'une banalité extrême. Et il fallait que, moi, c'est tout à fait courant, mais pour que le National Geographic fasse ce retour sur lui-même et reconnaisse, ça c'était assez remarquable. Tout à fait. Les Américains. Alors maintenant, on va terminer cet entretien, Ondine, avec un petit peu de légèreté. Connaissez-vous le principe de l'émission Thé ou Café de Catherine Sellac, qui a reçu le professeur Friedman et il y a participé à cette émission? Je vais vous poser des questions et vous me répondez. Je vais vous en poser une. Si un de vos petits-enfants vous demandait de définir l'amour, que répondriez-vous? L'amour, Oui, si un de vos petits-enfants vous demandait de définir l'amour, que lui répondriez-vous? Qu'est-ce que l'amour? d'abord je lui dirais, je ne peux pas te répondre, laisse-moi réfléchir. Et je pense que c'est l'attachement le plus profond avec une autre personne, quel que soit le sexe. C'est une très belle réponse. Alors, je vais vous poser une question audacieuse, mais entre nous, pourquoi pas. Qu'auriez-vous fait avant le mariage, hein, si vous aviez été dans la peau d'un homme le temps d'une journée? Imaginez-vous, avant le mariage, bien sûr, si je vous posais la question, si vous aviez été dans la peau d'un homme le temps d'une journée, qu'auriez-vous fait, Ondine? J'ai peur de vous démontrer que j'étais d'une grande naïveté. Mais pas du tout. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Oui, je Que ce pense. soit hier ou aujourd'hui. Non, oui. Actuellement, Si vous aviez été un homme le temps oui, d'une journée, qu'auriez-vous fait? j'aurais essayé, j'aurais demandé à quelqu'un que je trouve de l'autre sexe, que je trouve particulièrement sympathique, de venir d'être plus proche de moi que dans la vie courante. C'est une belle réponse. Et alors, puisque rien ne m'arrête, Oui. avez-vous déjà mis les pieds au 21 rue du Vieux Colombier? Non pas le théâtre du Vieux Colombier, mais à l'époque, le Katmandou, un lieu réservé aux femmes. C'est à côté de chez vous. Oui, je sais bien. Je l'ignorais intégralement. Très bien. Ondine, je vous remercie pour cet entretien. C'était extraordinaire. Ne changez rien, restez comme vous êtes. Vous êtes formidable, tout simplement.